va parler justement des renseignements russes et de leurs difficultés à faire face aux hackers pro-ukrainiens. Des dizaines de vols ont été annulés ou cloués au sol aujourd'hui à Moscou à cause, tenez-vous bien, d'une attaque informatique. La résistance anti-Poutine sème donc la zizanie en Russie et même les officiels russes ont fait part, chose rare, de leur inquiétude. Nous sommes en train d'examiner les informations relatives à cette affaire. Mais ce que nous avons lu dans les médias est assez alarmant. La menace de piratage informatique est une menace qui pèse sur toutes les grandes entreprises qui fournissent des services au public. Nous allons bien sûr chercher à clarifier ces informations et attendre les explications pertinentes. Voilà, donc l'attaque a été revendiquée par deux groupes de hackers pro-ukrainiens. C'est une cyberguérilla, c'est ce qu'on nous dit. C'est quoi une cyberguérilla ? Mais là, vous avez le choix. Vous pouvez faire des attaques de type DOS. Vous saturez un site internet et le site internet plante. Vous pouvez faire des attaques de type ransomware. Vous voulez avoir vos données, vous payez une rançon. Vous pouvez voler des données. Enfin, là-dessus, il y a un peu l'embarras du choix. Là, si je comprends bien, ce groupe revendique d'avoir détruit des terminaux et mis à mal le système russe du point de vue... Alors, ils disent, regardez, nous annonçons le succès d'une opération longue et de grande envergure qui a permis de le compromettre et de détruire complètement l'infrastructure informatique interne d'Aeroflot. Pour info, Aeroflot, c'est la principale compagnie d'aviation russe. Donc on ne parle pas d'une low cost qui s'est lancée il y a 2 ans. Non, c'est pas Pobeda, sa filiale low cost qui existe depuis des années, effectivement. Alors, vous avez des problèmes pour les vols. Pour les vols dans des aéroports de Moscou, Ekaterinbourg, Perm, Oufa, Kazan, Tumen, Omsk, Samara, Sochi, Saint-Pétersbourg, Orenbourg, Stavropol, Orsk, entre autres villes. Ça, c'est rien que la presse russe qui le dit. Alors, autant vous dire que là, chez les spécialistes de Aeroflot, puisque Aeroflot a perdu, j'ai regardé le cours de la bourse, 3% à la bourse de Moscou. Bon, là, ça doit bien ramer. Je crois comprendre à la lecture de la presse russe qu'ils arrivent un peu à... Vous avez des vols qui sont annulés, certains qui sont reportés, ils font basculer sur leur filiale Pobeda certains vols, mais bonne chance pour eux pour tout rétablir. Alors, ce qui est assez extraordinaire en général, je voudrais vous faire réagir à ça, c'est qu'on a appris grâce à cette attaque que le patron d'Aeroflot, j'espère que vous êtes assis, le patron d'Aeroflot n'avait pas changé son mot de passe Windows depuis 3 ans. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que le logiciel utilisé par la compagnie, également un logiciel Microsoft, était périmé. On parle de la principale compagnie aérienne russe qui utilise un logiciel périmé dont le patron ne change pas son mot de passe. Oui, alors peut-être l'effet bénéfique des sanctions. Des sanctions. Peut-être quand on n'arrive pas à renouveler 3 ans, ça colle. Voilà. Alors peut-être aussi que c'était le nom de sa fille depuis 3 ans. Donc, il y a les administrations... Windows 2003, on est en 2025. Il y a de l'amateurisme, mais derrière ça, ce qui est vraiment intéressant chez les Ukrainiens, c'est toujours la recherche de la surprise stratégique. C'est-à-dire qu'ils sont là, en permanence, là où on ne les attend pas. Lorsqu'ils avaient des difficultés terrestres, ils ont commencé à attaquer la marine en mer Noire. Et donc, la surprise stratégique, ils ont coulé le Moskva, ils ont coulé 20% voilà. Et maintenant, ils ont des difficultés sur le terrain que l'on connaît. Ils arrivent à faire un certain nombre de coups sur le plan militaire, mais du coup, ils s'attaquent à autre chose que ce qui est militaire. Mais quelque chose qui est d'une importance stratégique majeure, c'est-à-dire la capacité de voyager et de faire des liaisons à l'intérieur d'un pays qui fait 17 millions de kilomètres carrés. Et bien entendu, on va pas à l'autre bout de la Sibérie, on va pas à Vladivostok en train comme en avion. Donc l'avion, véritablement, c'est un vecteur absolument stratégique dont les Russes ont besoin. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est cette capacité à aller véritablement dans toutes les directions. C'est véritablement de la guerre hybride, là, pour le coup, et à irriguer la guerre dans toutes les directions, et surtout on ne les attendait pas. Et ça, ils n'ont pas dû le voir, parce que pour être aussi amateur que ça, c'est absolument extraordinaire. Ils n'étaient pas préparés, visiblement, à ce genre de surprise et à ce genre d'attaque. Voilà. Donc c'est intéressant. Alors je nuancerai un peu parce que je vois que même les Russes disent ouvertement le nombre d'attaques informatiques cyber contre les entreprises russes ont littéralement augmenté depuis 2022. Mais problème toujours pour toute entreprise, plus l'entreprise est grande, plus les failles sont nombreuses. C'est aussi simple que ça. Ce sera toujours beaucoup plus facile d'attaquer une grande entreprise en ce sens
qu'une petite. Petite question très rapide. Est-ce qu'on peut remettre le tableau précédent, s'il vous plaît? Ça, c'est ce qu'on fait. Ces hackers, téléchargement de l'ensemble des historiques de vol, contrôle des ordinateurs personnels des employés et de la haute direction, copie des données des serveurs d'écoute. Ils menacent même de diffuser les noms de tous ceux qui ont pris l'avion ces dernières semaines et ces derniers mois. Est-ce que ça, c'est compliqué à faire? Alors là, je ne sais pas du tout comment Aeroflot conserve ces données. Mais je pense que là, ils doivent bien bosser sur la question avec l'agence qui dépend du FSB et qui est spécialisée dans les questions de lutte contre les attaques cyber. Et peut-être qu'il faudra remettre à jour le logiciel, il date de 2003, oui. Il a 22 ans. Mais même cette question de mot de passe, on rigole, mais on se souvient de Colonial Pipeline, la grande gazoduc américaine qui a été attaquée parce qu'un des employés avait réutilisé un mot de passe qu'il avait réutilisé ailleurs, ça a été hacké et ils sont rentrés dedans et ça a été déclaré une urgence nationale. Les infrastructures critiques, que ça soit en Russie ou même chez nous aux États-Unis, sont une cible préférée des hackers. Là, pour le coup, c'est contre les Russes, mais ça peut être aussi... Ah, bien sûr, et c'est arrivé dans l'autre sens. Ça, c'est vrai, vous avez raison. Et c'est très facile parce que les employés, on a des statistiques qui montrent que souvent, c'est des employés, à travers soit un email de phishing, un de ces liens qui dit cliquez dessus, vous envoyez dans une grande société comme Aeroflot un certain nombre de personnes, il y en a toujours un qui va cliquer dessus, ou les mots de passe qui... Beaucoup de monde réutilise les mêmes mots de passe constamment et c'est un véritable vecteur de mais par exemple, dans l'armée française, on change les mots de passe régulièrement et puis vous n'avez plus accès à votre ordinateur si le mot de passe n'est pas changé. Mais pas dans toutes les institutions. Comment fait-on pour ne pas changer son mot de passe pendant 3 ans? Oui, c'est le cas aussi, je vous rassure, à TF1 où notre mot de passe il est bloqué au bout de quelques semaines, il faut changer. Voilà, et on a très régulièrement des faux emails qui sont envoyés par nos services pour nous alerter sur le fait de ne pas cliquer dessus. François Thom, j'aimerais vous entendre sur les... moi, ce qui m'interpelle, évidemment, c'est qu'une compagnie aérienne, en l'occurrence la plus importante de Russie, utilise des logiciels qui soient complètement dépassés, c'est une compagnie aérienne, encore une fois, être hackée par des hackers, quelle que soit la qualité de ces gens-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous étonne ? Non, pas du tout. C'est un peu le résultat de ce que les Russes appellent la substitution aux importations. Donc, ils avaient, semble-t-il, un logiciel fait en Russie et qu'ils ont utilisé. J'ai oublié le nom de ce logiciel qu'utilisait Aeroflot. Alors là, je ne sais pas. Et qui, visiblement, n'était pas à la hauteur. Hein. C'est très clair. Est-ce que ce secteur aérien russe a été ciblé précédemment? Est-ce qu'il a déjà montré des failles? Ou est-ce que c'est une première, ce type d'attaque? En tout cas, de cette ampleur, ça semble être une première. Ça, je ne peux pas vous... Vous ne savez pas non plus. Oui. Sur l'attaque en elle-même, est-ce qu'elle laisse présager d'autres attaques du même type sur d'autres institutions russes? Qu'est-ce que vont ou doivent faire les Russes aujourd'hui pour essayer de les bloquer? Ils s'attendent à des attaques contre la Banque centrale, par exemple. La Banque centrale russe? Oui. Depuis plusieurs années, ils se sont beaucoup renforcés dans la lutte contre les attaques cyber. Je crois que c'était vers 2017, ils ont créé ce qu'ils appellent le Centre de protection de l'information et des liaisons spéciales qui est dédié avec un système qui s'appelle GOSOPK. C'est un acronyme russe. Ils ont le Centre national de coordination pour les incidents informatiques qui est dédié, mais bien entendu, je pense qu'ils sont surpris qu'ils sont dépassés par l'ampleur. Donc je pense que ça va beaucoup recruter et ça va surtout beaucoup travailler là-dedans. Mais surtout, on parle beaucoup, vous savez, des informaticiens qui ont quitté la Russie en 2022. C'est oublier une chose, ceux qui sont partis, probablement, commencent à être remplacés par ceux qui sont sortis des universités depuis 3 ans et qui arrivent dans les entreprises. Donc peut-être une petite faille là. À Turkmenistan, vous vouliez réagir? Oui, ce que ça met en lumière, surtout aussi cette attaque. Effectivement, il y a cette attaque de hackers pro-ukrainiens, mais aussi cette attaque d'acteurs pro-Bélarus. Et c'est ça qu'on oublie aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des Ukrainiens dans cette attaque, mais il y avait aussi des Bélarusses. Et c'est un pays dont on parle trop peu dans nos débats publics, mais le Bélarus est occupé, au moins depuis 2020, par un régime dictatorial vassal, un régime vassal du Kremlin. Et il y a des centaines de milliers de Bélarusses exilés en Europe, surtout entre Vilnius et Varsovie, qui se battent quotidiennement contre l'impérialisme du Kremlin. Et le sort qui est réservé aujourd'hui et peut-être plus tard à l'Ukraine, c'est ce que subit aujourd'hui le Bélarus. C'est un État tampon entre l'Europe et la Fédération de Russie. Et c'est ce que combattent
exactement ces hackers bélarusses et ces hackers ukrainiens quand ils s'en prennent effectivement à ces activités en Russie. On a beaucoup parlé des fermatrolles de la Russie au début de cette guerre. Vous vous souvenez, Prigojine notamment. Il y a un petit côté arroseur arrosé dans cette histoire. C'est exactement ce que je voulais vous dire. Ah bah voilà, écoutez, c'est l'arroseur arrosé, parce qu'en fait, ces attaques cybernétiques, en fait, elles ont été commencées par la Russie qui a interprété le lâchage des Français, des Anglais, surtout des Français, par Obama pour plaire à Lavrov sur la Syrie. C'était en 2013, vous vous souvenez de cet épisode où Obama avait parlé de ligne rouge, et puis quand les Syriens et les Russes avaient franchi ces lignes rouges, il dit c'est pas grave. Voilà. Et ils ont dit, les Russes se sont dit à tort, les Américains sont faibles, on va les attaquer. Et c'est là qu'il y a eu l'attaque, la fameuse attaque contre Colonial Sun. C'est à ce moment-là. Ce sont des Russes qui ont fait ça. C'était des fermes qui étaient dans la région de Saint-Pétersbourg. Et puis, ils se sont pris aussi aux Ukrainiens, ils s'en sont pris aux pays baltes, ils ont fait beaucoup d'attaques contre ces pays-là. Mais il ne fallait pas croire que les Américains n'allaient pas réagir. Les Américains ont réagi. Ils sont assez bons en informatique, les Américains. C'est eux qui l'ont inventé. Et donc, en 2022, ils avaient réussi à percer tous les ordinateurs de l'état-major russe. Et donc, ils étaient en mesure de donner heure après heure aux Ukrainiens les plans d'attaque à partir du 24 février 2022 des Russes sur l'Ukraine, ce qui a évidemment beaucoup servi la défense ukrainienne. Donc aujourd'hui, les Ukrainiens disent aux Russes, bon, vous voulez une guerre d'usure ? Eh bien, on y va. Et donc, c'est un trouble majeur au transport aérien en Russie. Et vous l'avez dit, dans un pays aussi vaste, le transport aérien est vital. Aujourd'hui, il faut voir que l'aérodrome de Volgograd c'est l'ancienne Stalingrad, ne fonctionne plus, si vous voulez. Et donc, vous voulez une guerre d'usure, et ben vous allez voir les conséquences. Et c'est, je dirais, de la part des Ukrainiens, c'est de bonne guerre. Les Russes ont voulu toutes les nuits, les Russes troublent la vie tranquille des citoyens ukrainiens. Eh bien, les Ukrainiens font la même chose avec leurs moyens. Et je ne crois pas du tout que ça va s'arrêter. Je crois que ça va, au contraire, ces attaques des hackers ukrainiens qui sont ou pro-ukrainiens, parce qu'il y a un groupe bélarusse aussi dans l'affaire, je crois. Ou des opposants de Biélorussie, que ça va continuer. Alors, il y a eu une tradition, elle existe toujours d'ailleurs, on le sait, on est régulièrement mis en garde par les services de renseignement. Les Russes sont très actifs en matière de cyberattaques. Ils ont été très, très actif au moment où Prigojine avait, vous l'avez dit, rappelé, Renaud, monté ses fermes à trolls dans la région de Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce qui est devenu ce groupe Wagner et ces fermes à trolls ? Est-ce qu'il y a toujours cette volonté politique d'aller attaquer les ennemis de la Russie via les réseaux ? Il y a toujours cette volonté politique, bien sûr, les trolls sont toujours actifs. Le groupe Wagner a été dissous plus ou moins après la mort de Prigojine, mais l'activité, elle reste, elle est simplement prise en charge par d'autres institutions. C'est une volonté définie, c'est une volonté politique, j'allais dire, de Poutine d'aller frapper. C'est de la guerre hybride. La première grande attaque, c'était en 2007 contre l'Estonie. Ah, voilà. Tout à fait. Mais ce qui est très étonnant quand même, c'est qu'ils ont des hackers de haut niveau. Là, on voit bien, Naval Group s'est, paraît-il, fait attaquer dernièrement. On ne sait pas par qui, mais ça peut être aussi par des hackers russes de très haut niveau, et qui soient absolument incapables d'opposer une défense, même sommaire, dans une entreprise civile, c'est quand même... Oui, mais il y a beaucoup d'entreprises à couvrir aussi, et plus c'est gros, plus il y a des failles. Oui, bien sûr. Toutes ne sont pas aussi importantes qu'Aeroflot. On se doute quand même, c'est le secteur aérien, vous avez raison, Général, que ça peut être une cible. Enfin, la Banque centrale russe, évidemment, mais Aeroflot, on imagine bien que... Le cyber en France, ou même en Europe, maintenant, est pris globalement. Hein. C'est pas que le cyber de la défense, ou le cyber de l'intérieur, ou le cyber de la justice. On y inclut aujourd'hui, dans la politique cyber, on y inclut aussi les entreprises de défense, les entreprises stratégiques. Et si Aeroflot n'est pas une entreprise stratégique, moi je ne comprends pas. Ils sont
Et visiblement, il y a des logiciels qui sont périmés, des mots de passe qui ne sont pas changés. C'est absolument extraordinaire d'amateurisme, en fait. Surtout que et donc, c'est peut-être aussi l'irresponsabilité collective de ce pays qui nous est décrite là, quelque part. Surtout que je revérifiais, du coup, effectivement, vous avez bien eu des attaques contre Aeroflot. Par exemple, en septembre 2023, une attaque de type DOS. Donc, ce n'est pas une... Enfin, donc... C'est pas la première fois. Non, mais là, ça visait vraiment le cœur de l'infrastructure. Mais reste à savoir aussi, parce que nous n'avons pas confirmation, des allégations, des hackers, et je vois parfois les Ukrainiens qui ont tendance à en rajouter. Donc ils disent qu'ils ont détruit tant de terminaux. Je suis désolé, je n'ai aucune confirmation nulle part. On n'est pas dans l'enceinte. Ah non, je n'ai pas cet honneur. L'endroit où se trouvent ces terminaux.